Les concepts de liberté et de libre arbitre divisent les philosophes, les théologiens et les scientifiques depuis près de 2000 ans. Certains parlent de réalité et d'autres d'illusion. Pour le philosophe David Hume, cette question de la liberté et du libre arbitre est la question la plus épineuse de la métaphysique. Pour l'autre philosophe, Emmanuel Kant, celui-ci y voit la vraie pierre d'achoppement de la philosophie. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Pour y voir plus clair, il nous faut préciser les deux sens que porte le mot liberté. Le premier sens est celui de la liberté de la volonté, un concept métaphysique qu'on appelle aussi libre arbitre. Cette liberté est censée chapeauter les déterminants génétiques et environnementaux, permettant de faire le bien ou le mal, et conduisant éventuellement à une culpabilité, et ceci indépendamment des déterminants internes, comme les émotions diverses, avec la colère, le désir, l'envie, etc., et les déterminants externes, qui sont notamment les interdits sociaux, les impossibilités matérielles, etc. Cette première liberté, ce libre arbitre, cette liberté de la volonté, doit être différenciée de l'autre sens du mot liberté, qui est celui de l'action libre, non contrainte, permettant l'action et l'exercice de la volonté, la liberté dite politique au sens large, permettant de se déplacer, d'entreprendre, c'est-à-dire la possibilité de tout faire à l'intérieur des contraintes que se donne une société particulière. C'est aussi la liberté pour l'animal dans une savane, une forêt, sans enclos ni cage, de pouvoir agir, se nourrir, chasser, se reproduire, etc. Selon les partisans du libre arbitre, l'humain aurait donc cette capacité d'une volonté libre, de toute détermination interne ou externe, quand l'animal ne disposerait que de la liberté d'agir, sous l'impulsion de ses instincts et autres nécessités de survie, quand l'humain aurait en plus de l'animal une volonté libre initiale qui déterminerait secondairement sa liberté d'action. Si l'on se recentre sur la notion de libre arbitre, il en existe plusieurs définitions, dont quelques-unes un petit peu fantaisistes comme celle-ci. Pour revenir sur un terrain plus philosophique, sinon plus scientifique, la définition la plus précise à mon sens est celle du biologiste Anthony Cashmore. Le libre arbitre est la croyance selon laquelle il existe une partie du comportement biologique qui serait la conséquence de quelque chose d'autre que les inévitables influences de l'histoire génétique et environnementale d'un individu et des possibles lois stochastiques de la nature. Dans la définition de Cashmore que nous venons de voir, c'est la notion de quelque chose d'autre qui pose problème. Quelle est donc cette chose? Certains ont cru voir ici l'indéterminisme quantique qui viendrait sauver le concept de libre arbitre. L'indéterminisme quantique nous dit qu'un électron peut être éjecté de l'atome par hasard pur, d'où la notion d'indéterminisme, c'est-à-dire une différence fondamentale avec ce qui se passe en physique classique. Par ailleurs, le cerveau étant fait d'atomes, il pourrait exister un indéterminisme à l'origine du libre arbitre. Mais cet espoir est ruiné par le fait que le cerveau est beaucoup trop chaud pour permettre un effet quantique. Et par ailleurs, que vaudrait un libre arbitre dépendant d'un lancer de dés, puisque indétermination, dans le cadre de ce hasard pur? Mais au fait, qu'en ont pensé les philosophes et autres intellectuels au cours de ces 2000 ans de polémique sur ce sujet central de la vie de chacun et de la société tout entière? Voici quelques arguments d'inspiration spiritualiste, avec une mention spéciale pour saint Augustin, le théologien, qui insiste sur l'importance du libre arbitre, de la liberté de la volonté, pour expliquer le mal produit par l'humain dans un monde créé par un Dieu parfait et infiniment bon.
Sartre nous dit que l'homme est condamné à être libre. Ce qu'il exprime de façon un peu sentencieuse dans un documentaire tourné en 1942, pour ensuite, vers la fin de sa vie, revenir sur cette notion de liberté absolue à la fin de cette vidéo. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire. On nous déportait en masse comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques. Partout sur les murs, dans les journaux, sur l'écran, nous retrouvions cet immonde et fade visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi s'est glissé jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée et insoutenable qu'on appelle la condition humaine. L'exil, la captivité, la mort surtout, que l'on masque habituellement dans les époques heureuses, nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis. Nous apprenions que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes et extérieures, mais qu'il faut y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. À chaque seconde, nous vivions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale, l'homme est mortel. Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort, puisqu'il aurait toujours pu s'exprimer sous la forme, plutôt la mort que... Et je ne parle pas ici de cette élite d'entre nous que furent les vrais résistants, mais de tous les Français qui, à toute heure du jour et de la nuit, pendant 4 ans, ont dit non. Mais la cruauté même de l'ennemi nous poussait jusqu'aux extrémités de cette condition, en nous contraignant à nous poser de ces questions que l'on néglige dans la paix. Tous ceux d'entre nous, et quel Français ne fut une fois ou l'autre dans ce cas, qui connaissaient quelques détails intéressant la résistance, se demandaient avec angoisse, si on me torture, tiendrai-je le coup? Ainsi, la question même de la liberté était posée, et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'Édipe ou d'infériorité, c'est la limite même de sa liberté. C'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. À ceux qui eurent une activité clandestine, les conditions de leur lutte apportaient une expérience nouvelle. Ils ne combattaient pas au grand jour comme des soldats. En toutes circonstances, ils étaient seuls. Ils étaient traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude. Et c'est dans le délaissement, dans le dénuement le plus complet qu'ils résistaient aux tortures, seuls et nus, devant des bourreaux bien rasés, bien nourris, bien vêtus, qui se moquaient de leur chair misérable et à qui une conscience satisfaite, une puissance sociale démesurée, donnait toutes les apparences d'avoir raison. Seuls, sans le secours d'une main amicale ou d'un encouragement. Pourtant, au plus profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les camarades de résistance qu'ils défendaient. Un mot suffisait pour provoquer 10 sans arrestation. Cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté? Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, une république s'est constituée, la plus forte des républiques. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui seul. Chacun d'eux réalisait dans le délaissement le plus total son rôle historique et sa responsabilité. Chacun d'eux, contre les oppresseurs, entreprenait d'être lui-même, librement, irrémédiablement. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté, il choisissait la liberté de tous. Cette république sans institution, sans armée, sans police, il fallait que chaque Français la conquiert et l'affirme à chaque instant contre le nazisme. Personne n'y a manqué et nous voilà à présent au bord d'une nouvelle république. Mais ne peut-on souhaiter que cette république de grand jour, qui va venir, conserve au soleil les austères vertus de la république du silence et de la nuit? Sartre, votre œuvre aujourd'hui, je crois, comprend plus de 30 volumes. Est-ce qu'il vous arrive de jeter un regard rétrospectif sur cette œuvre pour essayer d'en saisir l'unité? Ça va arrivé certainement, non pas tellement pour saisir l'unité de l'œuvre et pour une raison quelconque, de leur relire un passage
des œuvres antérieures. Et quant à ce qui est de l'unité, je pense qu'elle existe, mais je ne l'ai pas vraiment cherchée, je ne cherche pas à l'établir. C'est aux autres à le faire. Mais vous éprouvez quel sentiment aujourd'hui à l'égard de cette... Ben, il y a des choses que j'approuve, il y en a d'autres qui suscitent chez moi du scandale. Je crois qu'une des plus... Enfin, je l'ai déjà dit, c'est quand j'écrivais en 45 à peu près, que quelle que soit la situation, on est toujours libre. Parce que, par exemple, un travailleur peut choisir d'être syndiqué ou pas, et de choisir sa forme de lutte ou non. Et tout ça me paraît actuellement absurde. Ça, il est certain qu'il y a eu du changement dans la notion de liberté. Je suis resté toujours fidèle à la notion de liberté, mais actuellement, je vois ce qui peut modifier ces résultats chez un individu quelconque. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça tient au fait que l'idée même que vous vous êtes faite de la contingence change? À l'époque, mettons de l'être et le néant, la contingence était une contingence atemporelle, immédiate, on était là, on aurait pu être autre ailleurs, tandis que maintenant c'est plutôt une contingence historique qui par conséquent implique le poids des précédents et qui fait que la liberté ne peut pas se saisir et se faire c'est immédiatement. C'est certainement ça. Je pensais, en somme, que la conscience d'être libre en 1940 ou 42 était la garantie même, garantie intuitive de la liberté. Maintenant, ça me paraît un fait qui certainement implique la liberté, mais ce n'est plus ça, parce que la vraie liberté ne se saisit pas. Elle est en effet quelque chose qui est un échappement à certaines conditions de l'histoire, qui est donné dans certains cas, qui d'ailleurs ne peut être que par rapport à ces circonstances. Enfin, comme je l'ai dit, on se fait à partir de ce qu'on vous a fait. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, ce qu'on vous a fait compte. Et on ne se fait jamais qu'à partir de là. Donc, la personnalité dans laquelle on a mis la liberté, ce que j'appelle la personnalisation actuellement, implique nécessairement le conditionnement antérieur. Ainsi, Flaubert était libre de devenir Flaubert, mais il n'avait pas tellement de possibilités en dehors. Il y en avait quelques-unes. Celle n'être rien du tout qu'un bourgeois droit, ou celle d'être un mauvais médecin. Épicure et les philosophes matérialistes grecs et latins se déclarent déterministes, mais considèrent que les atomes pourraient parfois s'écarter de leur trajectoire, ce qu'on appelle le clinamen, grâce au pouvoir des dieux dans un monde qui ne serait donc pas totalement déterministe. Le secours du clinamen comme concept qui permettrait d'expliquer la liberté humaine dans un cadre matérialiste. Mais tout ce que l'on connaît depuis, dont les lois de la thermodynamie, interdit cette hypothèse comme étant fondamentalement spiritualiste. Cette fois-ci, du point de vue matérialiste et naturaliste, voici quelques arguments de grands philosophes tels que Hobbes, Spinoza, Diderot et Schopenhauer. Toujours concernant le libre arbitre et le naturalisme, voici la position de quelques penseurs comme Nietzsche, Freud, Einstein et Skinner.
Et voici les positions de Lawrence, Camus, Laborie, Onfray et Baracci. Finalement, le grand physicien Max Planck résume parfaitement la situation ontologique du libre arbitre en écrivant que parler de libre arbitre reviendrait à dire que l'on renonce à comprendre scientifiquement. La science ne peut que considérer le concept de libre arbitre comme une impossibilité dans un contexte naturaliste scientifique. L'une des objections habituelles opposées au déterminisme, avec ses causes et ses conséquences, est de dire que cette vision où tout est déterminé, sans contrôle réel de l'individu, est d'un fatalisme insupportable. Essayons de redéfinir déterminisme et fatalisme. Le déterminisme est une thèse scientifique qui repose sur l'observation des lois de la nature et le principe de causalité. Dans le déterminisme, rien n'est écrit, tout s'actualise en permanence dans un chaos souvent imprévisible. Le fatalisme est une thèse métaphysique qui repose sur la croyance en un destin ou une volonté divine, un grand livre où tout est déjà écrit, alors autant ne rien faire et attendre. Comme le font remarquer les psychologues Joshua Green et Jonathan Cohen, si vous décidez de rester immobile parce que vous n'avez pas de libre arbitre, vous finirez par vous lever et vous faire un sandwich. Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez des problèmes que la philosophie ne peut résoudre. En effet, ne plus rien faire, ce qui est de toute façon impossible, serait de l'ordre de la dépression plutôt que de la philosophie. Dans ce combat idéologique entre spiritualisme et naturalisme, il existe une position qui se veut moyenne, accommodante, c'est le compatibilisme. Cette thèse est partagée par nombre de philosophes comme David Hume, John Stuart Mill, Daniel Dennett et bien d'autres philosophes, et surtout la plupart de nos contemporains. Le libre arbitre et le déterminisme seraient compatibles. On pourrait être à la fois libre et déterminé par des causes extérieures. Malheureusement, cette position fait l'impasse sur toutes les causes intérieures du fait du travail des hormones, des pulsions, de l'expérience passée, des biais cognitifs, des manipulations diverses, des troubles mentaux et anomalies cérébrales, etc. Autrement dit, le compatibilisme ne met en scène que la liberté d'agir sans contrainte extérieure, c'est-à-dire la liberté dite politique et non la liberté de la volonté, cette dernière, la volonté, étant le produit de déterminants internes en interaction permanente avec des déterminants externes. Finalement, la position compatibiliste donne une place en fait prépondérante au libre arbitre, donc au spiritualisme. Les compatibilistes sont des spiritualistes qui s'ignorent. D'autres, par exemple la philosophe Hannah Arendt, vont légitimer le libre arbitre comme étant une construction sociale, comme une autre, au même titre que l'argent ou la morale, une réalité qui s'est construite, une conquête historique permettant le vivre ensemble, la révolte, etc. En fait, Hannah Arendt ne parle ici que de la liberté sociale et politique, d'agir en fonction des volontés des individus, sans tenir compte du statut de la volonté elle-même. Elle ne parle donc pas du libre arbitre, bien qu'elle emploie ce terme à tort. De son côté, Karl Marx considère que le libre arbitre est une illusion et une construction sociale qui sert à justifier l'exploitation, mettant de côté les influences de la production, de la classe, de l'idéologie, afin de maintenir l'aliénation et masquer les contradictions. Le libre arbitre n'est pas une liberté, mais une servitude. Et sur le fond, on peut se demander en quoi et comment une construction sociale échapperait aux déterminants sociaux.
Cette question épineuse de l'existence ontologique d'une liberté de la volonté n'est pas sans poser quelques questions des plus embarrassantes. La conception naïve de libre arbitre nous fait croire que cette capacité humaine n'existerait pas chez l'animal, soit un index 0 de libre arbitre chez cet ancêtre commun des singes et de l'humain. Puis l'évolution avec la bifurcation humaine nous aurait donné progressivement un libre arbitre de plus en plus fort pour arriver à notre époque avec un indice 1, en attente peut-être d'indices de libre arbitre de plus en plus importants, avec peut-être un augmenté par les machines. Mais alors, ce libre arbitre évolutif aurait-il évolué du fait des valeurs mouvantes des cultures? S'agrège-t-il au niveau des groupes, religieux, partis politiques, groupes racistes, esclavagistes, etc. Ce libre arbitre est-il égal entre les humains, hommes, femmes, ethnies, jeunes, vieux, culture, époque, ou existerait-il des degrés de libre arbitre? Et donc, si l'on tire cette pelote, pourrions-nous avoir plus ou moins de libre arbitre, des degrés différents, en fonction de nos déterminants, expériences, années de psychanalyse, de méditation et quelques séances d'hypnose? C'est la position de nombreux auteurs, Descartes, Spinoza, Bergson, Mudryk, etc. Mais comment évaluer ces éventuels degrés de liberté, de libre arbitre, que les experts et les juges seraient très heureux d'adopter, mais il n'existe aucun outil, même théorique, sur le sujet. Serait-on plus coupable si on ne fait pas d'analyse? Ou à l'inverse, d'autant plus coupable qu'on a mal agi après 10 ans de méditation en pleine conscience? Ces degrés étant fluctuants, quel degré de libre arbitre il y a 2 heures, 2 jours, 2 ans lors du crime en question? Car toute notre justice pénale est basée sur ce concept de libre arbitre que la doctrine judiciaire préfère appeler pudiquement discernement ou contrôle des actes, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques philosophiques et scientifiques concernant une pseudo-liberté de la volonté. Nous verrons plus en détail la question de la justice dans la rubrique dédiée. Certains objecteront que si l'on suit ce raisonnement, il conduirait à l'absence de choix puisque tout est déterminé. L'animal et l'humain font pourtant des milliers de choix tous les jours. Le choix ne nécessite pas de libre arbitre, l'animal n'en aurait pas, mais des déterminants qui peuvent être chaotiques, rendant les choix imprévisibles. Comme l'écrit le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, le système neurologique est très déterminé sur le plan physico-chimique. Tout cela permet d'être à la fois parfaitement déterminé et parfaitement aléatoire. Comme le climat, qui est déterminé par les pressions, les températures, l'activité humaine, etc. Sachant que le système est un chaos déterministe, très sensible aux conditions initiales, ce qui est le cas également du choix animal ou humain. Toujours à propos de choix, quel est ce choix du poisson de sortir de son bocal? Ce poisson est-il libre de changer de bocal ou est-il déterminé à le faire? On peut imaginer un certain nombre de motivations, de déterminants possibles. Par exemple, un bocal trop étroit, avec trop de monde, des compatriotes plutôt agressifs, pas assez de nourriture pour tous, un hasard pur, une recherche amoureuse, afin de se distinguer. En tout cas, probablement des déterminants permettant la survie de l'individu ou du groupe. En tout cas, plus on étudie les animaux, plus on retrouve des caractéristiques que l'on considérait jusqu'à maintenant comme exclusivement humaines. Par exemple, il existe un certain degré d'empathie, comme on peut le constater dans cette vidéo, chez des poissons, des drôles de zèbres. Les chercheurs ont voulu aller plus loin. Si les poissons perçoivent et réagissent à leur propre douleur, seraient-ils également capables de réagir à celle de leurs congénères? Pour tester cette hypothèse, Ruy et son équipe se sont intéressés aux poissons zèbres, une espèce connue pour son comportement grégaire. Et ils ont imaginé un scénario digne d'une télé-réalité. On montre à un poisson-test 2 vidéos du même individu. Devant le premier écran, un poisson nage de façon régulière, ce qui est un comportement classique. Sur l'autre écran, il nage de façon désordonnée.
Ils se déplacent de façon très rapide, avant de se figer au fond de l'aquarium. Ce que nous identifions comme un comportement de détresse, car son état interne change, tout comme un être humain qui ressentirait de la peur, par exemple. Une fois qu'on a pu identifier ce stress, on a voulu savoir si ce poisson était capable de le reproduire ou non, comme une sorte de transmission émotionnelle. Dans un premier temps, le poisson test imite le poisson de la vidéo qui est exposé à un produit douloureux. Comme lui, il s'agite, nage de façon frénétique, puis s'immobilise, prostré, au fond du bassin. Chez les poissons zèbres, il y a donc une réelle contagion émotionnelle. Plus étonnant encore, le poisson test a le choix entre l'écran qui diffuse l'image d'un poisson calme et l'autre qui diffuse celle d'un poisson en détresse. Le poisson test choisit d'aller vers celui qui va mal. Comment expliquer ce comportement ? Nous avons voulu savoir s'il existe une forme de reconnaissance des émotions, ce qui sous-tend que les poissons ont une représentation des états émotionnels de leurs congénères. Dans notre expérience, nous observons que les poissons test nagent vers la vidéo du poisson apeuré et qu'ils restent près de lui. Je pense donc que ce comportement pourrait être le signe de quelque chose qui a pu évoluer par la suite vers ce qu'on appelle l'empathie chez les mammifères et les humains. S'il y a des poissons qui sautent, les hommes peuvent également sauter. Même question que pour le poisson qui saute, cet homme est-il libre de jouer au basket ou est-il déterminé à le faire? Il existe un certain nombre de motivations et de déterminants possibles. Par exemple sa taille, 2,14 m. Un père qui était déjà très grand et basketteur. L'enfant a été de bonne heure élevé dans la compétition. Le sujet de l'argent n'est pas anodin. James LeBron est le sportif le mieux payé au monde en 2022, 124 millions de dollars. Et puis peut-être un certain besoin de reconnaissance et de distinction. Tous ces déterminants possibles vont en fait dans le sens de la survie de l'individu ou du groupe. Mais alors, si l'esprit, comme le reste de l'univers, est gouverné par des déterminants, une question vient à l'esprit. Peut-on réellement faire autrement que ce que l'on fait, c'est-à-dire le principe de l'alternativité? Après une délibération plus ou moins longue, après avoir soupesé le pour et le contre, quelles preuves avons-nous que l'on aurait pu faire autrement que ce que l'on a fait? Des preuves, aucune. Et pourtant, chaque être humain a le sentiment d'être libre. Ce qui fait dire à Descartes, la liberté de la volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Après cette sentence cartésienne, sous forme de dogme, qui semble n'autoriser aucune réfutation, il convient pourtant de dissocier le sentiment, l'expérience ou la sensation d'une réalité qui serait de l'ordre métaphysique. Par exemple, la peur existe en tant que sentiment sans réalité ontologique pour autant. L'amour existe comme sentiment, mais le Cupidon métaphysique correspondant n'existe pas, etc. En fait, le sentiment ne garantit en rien la réalité d'un concept ontologique correspondant. Toujours sur ce sujet de la différenciation des sentiments d'un éventuel support ontologique correspondant, existe-t-il un circuit de la sensation de libre arbitre, c'est-à-dire un substrat neuroanatomique, au même titre qu'il existe des circuits de la récompense, de la peur, de la mémoire, de la motivation, du contrôle des actes, etc. Et la réponse est oui. Pour bien comprendre ce circuit de la sensation de libre arbitre au niveau cérébral, il nous faut parler de deux pathologies distinctes. La première concerne des patients avec certaines lésions cérébrales, le cortex singulaire antérieur précisément. Ces patients deviennent incapables d'une volonté quelle qu'elle soit. C'est ce qu'on appelle en médecine un mutisme akinétique. D'autres patients, avec des lésions du précuneus, font des mouvements mais ne savent pas que ce sont leurs propres mouvements. C'est ce qu'on appelle le syndrome du membre étranger
qui est en fait un trouble de l'agentivité. Donc dans le premier cas, les patients n'ont pas de volonté d'agir. Dans le deuxième cas, ils ont un trouble de sentiment d'être eux-mêmes les porteurs de leur action. Cette notion de volonté d'action et l'autre d'agentivité sont les deux éléments qui définissent le libre arbitre en termes de sensation. Une étude en 2018 a montré la présence d'un connectome, c'est-à-dire une relation entre ces deux aires cérébrales. Les neuroscientifiques, auteurs de l'étude, concluent que, collectivement, nos résultats démontrent que les lésions à différents endroits provoquent des troubles de la volonté et de l'agentivité, se localisent dans des réseaux cérébraux uniques, donnant un aperçu du substrat neuroanatomique de la perception du libre arbitre. Il existe donc bien un circuit de la sensation du libre arbitre, au même titre que le circuit de la peur, de la récompense, etc. Nous sommes ici en plein naturalisme, sans aucune once de métaphysique. Dans une optique naturaliste, la sensation, le sentiment de liberté, de la volonté, comme la sensation d'immortalité, de toute puissance, de peur, est très probablement une faculté ou une fonction sélectionnée par l'évolution afin d'agir sur le monde pour la survie du groupe ou de l'individu, mais sans réalité ontologique, métaphysique pour autant. Face à ce type d'argument, un spiritualiste pourrait dire « mais dans ce cas, ne faut-il pas justement respecter cette fonction comme un fruit de l'évolution permettant la survie commune ?» Ce qui sous-entend que l'évolution, par définition, ferait les choses toujours bien. Or, les produits de l'évolution ne sont pas nécessairement les meilleurs possibles, tant sur le plan biologique que culturel. Car en fait, nous avons plutôt une évolution qui bricole comme elle peut. Par exemple, le larynx de la girafe est innervé par le nerf laryngé, dont l'origine se situe dans le cerveau, à quelques centimètres du larynx. Plutôt que d'aller directement au larynx, ce nerf descend le long du cou jusqu'au thorax, pour remonter ensuite au larynx, près de son point de départ, parcourant inutilement une distance de plus d'1 mètre aller-retour. On peut estimer logiquement qu'un grand horloger qui sait tout, qui peut tout, à l'origine de ce trajet du nerf de la girafe, n'aurait pas fait une telle bévue. En interaction avec l'évolution biologique au sens propre, l'évolution culturelle fait également partie de l'évolution au sens large. Ainsi, la médecine, la contraception, vont à l'encontre des déterminants biologiques de l'évolution, de même que notre conception morale condamnant la raison du plus fort, les inégalités hommes-femmes, la peine de mort, etc. Nous avons donc de bonnes raisons de tenir compte de cette évolution culturelle et de prendre en compte les découvertes scientifiques dont certaines peuvent avoir des conséquences normatives. Par exemple, les races humaines n'existent pas du point de vue biologique. Le racisme ambiant ne s'appuie donc sur aucune base autre que la haine de ce qui n'est pas moi. Finalement, le concept de libre arbitre ontologique se retrouve dans la même situation. Il faudrait en tirer les conséquences dans le cadre de notre évolution culturelle normative. Conclusion provisoire. Dans une optique naturaliste, la sensation de LA provient d'un circuit neuroanatomique précis, un connectome, réunissant cortex singulaire antérieur pour la volonté et précuneus concernant l'agentivité. La réalité ontologique d'un libre arbitre ne peut pas exister au-dessus des déterminants génétiques et environnementaux en interaction chaotique permanente, et la charge de la preuve incombe aux partisans d'un libre arbitre ontologique, c'est-à-dire métaphysique. Il n'est donc pas rationnel de tenir compte de ce qui ressemble fort à une licorne pour culpabiliser qui que ce soit, car personne ne peut faire autrement que ce qu'il fait. Ce qui doit conduire à une grande tolérance, dans la limite des règles sociales établies par une société, survie de l'individu et du groupe. Ce qui autorise le concept de responsabilité, mais aucunement celui de culpabilité.